avec Aziz Fall, qu'on reçoit aujourd'hui. Alors, Aziz Fall, je le présente brièvement. Il est politologue, à part d'être romancier maintenant. Il est politologue, il est professeur à l'université, à l'UQAM. Il est aussi membre du GRILA, qui est le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. Il est impliqué également ici au CIRPA, qui est un centre de documentation et bibliothèque également à Montréal. Donc, grosso modo, c'est Aziz qui va nous faire converser avec nous cet après-midi sur son livre. Alors, cet après-midi, on va parler de ce livre avec un titre plutôt évocateur et même paradoxal. Souvenir du futur du captif du phare. C'est déjà compliqué de se souvenir de sa mémoire, alors se souvenir de son futur. En fait, la première de couverture annonce déjà les couleurs, avec un paysage futuriste annonçant des désastres. Kader, le personnage principal, nous transporte dans sa trajectoire de vie de combattant de l'ordre mondial à l'ère cybernétique. Les scènes du roman se déroulent dans un cadre visionnaire, une projection vers l'avenir, un instantané de l'accélérante décadence du capitalisme et du capitalocène. Sans phare, nous vivons avec Kader ses luttes épiques, tant sur le plan sentimental que pour un monde nouveau. Personnage attachant, un peu tourmenté, allant le rationnel de ses choix de bataille, avec comme fond de toile l'amour dans son essence le plus pur. La résilience de Kader inspire et fait germer l'espoir de vaincre ce système inique comme il a triomphé de la mort. C'est un roman palpitant qu'il faut vraiment lire. Ce roman nous plonge en fait dans un univers où politique et fiction se rencontrent. Avant d'entrer dans le vif du sujet, alors je vais demander à M. Fall, qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce roman? Merci beaucoup de prendre la peine de venir avec un temps pareil. Mais bon, c'est bientôt les giboulées du printemps et c'est le commencement de la fin. Et merci aussi à Chantal Lisbet et aux organisateurs de nous permettre de partager quelques moments autour de cet ouvrage. Alors il faut savoir que ce qui a déclenché cet ouvrage, c'est qu'à l'époque, lorsque je l'écrivais, j'attendais mon deuxième enfant, on est en 1997, et donc j'ai un peu de temps à consacrer lorsque maman essaie de s'endormir et en m'occupant du bébé, en tapotant sur le clavier. Et à cette époque, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait les perspectives du bug de l'an 2000. C'était la perspective que les systèmes informatiques auraient des difficultés avec les ordinateurs à passer à la nouvelle ère. Mais c'était aussi une ère dans laquelle nous, avec toutes les luttes que nous avions menées, dans mon cas, c'était la lutte contre l'apartheid, la lutte contre la question de la dette et pour une décolonisation plus achevée, on avait vraiment beaucoup d'espoir qu'il se passe quelque chose après l'an 2000. Donc, pour ma génération, moi je suis né dans les années 60, donc l'an 2000 c'était quelque chose d'extrêmement lointain, mais qui arrivait beaucoup plus vite. Et dans ma profession, qui est quand même la science politique, la prospective n'est pas véritablement reconnue. C'est comme une discipline, c'est un peu comme si on vous demandait de prévoir ce qui va advenir dans 50 ans, dans 100 ans. Certaines cultures le font. Par exemple, les Chinois planifient leur développement sur des décennies, pour ne pas dire des siècles. La prévision, quelques charlatans ou médiums peuvent vous dire ce qui va vous arriver si vous croyez à l'astrologie. Mais en fait, pour toutes ces raisons, le champ des sciences sociales est plutôt assez timide à reconnaître que la prospective puisse se faire. Pourtant, les gouvernements le font dans les plans de développement, et n'importe qui planifie sa vie dans un futur proche. Mais un futur lointain, c'est plus compliqué. Et donc, ce qui a déclenché, c'était une sorte d'inquiétude de si la tendance du capitalisme s'amplifiait, si les problèmes écologiques s'aggravaient, si les progrès de la science advenaient, et si la question du bien commun, par exemple l'eau, l'espace, était accaparée par des gens extrêmement puissants, qu'est-ce qui adviendrait?
Et donc c'était un peu ça qui a motivé l'idée d'essayer de projeter, non pas cette fois-ci voilà, en sciences sociales, mais de façon romancée, en me disant que peut-être ces prévisions et cette analyse sera plus acceptée si elle était dans le domaine de la fiction. Donc c'était ça ma prochaine question. Pourquoi ne pas faire un essai politique? Pourquoi un roman? Alors, est-ce que la fiction permet de dire des vérités que le discours politique évite? Bon, parce que parfois la réalité, elle dépasse la fiction. En toute franchise, les choses qu'on imagine sont aussi déjà, pour les idéologies, les gens qui font le politique, eux-mêmes souvent ont une projection qui peuvent être des fantasmes, quelque chose de fantasmagorique, qui peut être des espoirs. Donc tout cela relève en fait d'une construction mentale. L'idéologie, les normes qu'on écrit, le droit, en fait toutes ces choses-là viennent quelque part d'un imaginaire, viennent de culture. Maintenant c'est codifié et c'est figé. La liberté que la fiction littéraire permet, évidemment, cinématographique aussi, ou la peinture, c'est que on permet une certaine latitude au nom du fait que c'est de la littérature, donc on a une certaine liberté. Et à ce moment, effectivement, l'œuvre fictive, qui d'ailleurs peut très bien écrire quelque chose de réel, l'œuvre fictive a une marge de manœuvre beaucoup plus grande que le politique lui-même. Ce qui ne veut pas empêcher que les politiques, souvent, font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que parfois, ils traduisent leur fantasme en réalité. Alors, où placez-vous la ligne de démarcation entre la réalité et la fiction dans ton livre? Est-ce que vous avez, parce que d'avoir lu des livres qui couvrent tellement de sujets, est-ce que vous avez fait des recherches spécifiques? Oui, alors le problème je crois que la lourdeur de mon ouvrage, je dois aussi rappeler les conditions dans lesquelles il s'est écrit. Cet ouvrage, je l'ai écrit donc et envoyé à Gallimard en 2000. Ils m'ont dit qu'il ne faisait pas dans ce style-là. Et quelques semaines plus tard, sort un ouvrage exactement avec les mêmes thèmes, peut-être qu'on y reviendra, qui s'appelle Globalia et qui est écrit par Jean-Christophe Ruffat. Et donc, je m'inquiète de comment ces coïncidences peuvent vraiment advenir, parce que franchement, c'est un peu une insulte à mon intelligence qui est autant de choses dans une médiation dans laquelle les deux ouvrages ont séjourné. Alors, ils m'ont dit que c'était une coïncidence et que l'ordre d'impression avait été donné pour l'autre ouvrage. Alors, comme j'étais assez dépité, et à cette époque-là, je coordonnais un collectif d'une vingtaine d'avocats dans le meurtre d'un chef d'État africain qui s'appelle Thomas Sankara. J'étais en rédaction de thèse et hélas, j'étais aussi en instance de divorce, donc pour la garde de mes enfants. Donc vraiment, je n'ai pas eu la force de faire un 4e procès. Et donc, le temps a passé et il y a eu prescription. Par échange, je ne sais pas si je peux me permettre, parce que c'est un petit détour avant de répondre complètement à la question. Trop long détour. Mais c'est juste que par une chance incroyable, il y a 3 ans, la même histoire est arrivée dans le cas d'un auteur qui s'appelle Houellebecq, que vous connaissez peut-être, et qui est poursuivi aussi pour plagiat par un jeune auteur. Et comme ça avait lieu chez Gallimard, je me suis dit, mais c'est quand même curieux comme comportement, je vais contacter cet avocat. Et lorsque je l'ai contacté, il me dit, mais est-ce que vous pouvez me prouver ce que vous dites? Alors je lui montre les occurrences, je lui montre les ressemblances entre les deux ouvrages. Il est estomaqué. Et il me dit, est-ce que je peux utiliser ça comme témoignage dans ce procès? Et pouvez-vous nous faire la preuve que votre ouvrage est antérieur au siège? Je dis absolument. Pour ceux et celles qui ont un peu les cheveux blancs, les disquettes de l'époque, lorsqu'on les introduisait, la dernière fois où vous l'introduisez, c'est écrit « Modifier, accéder le ». Vous ne pouvez pas changer ça. J'avais gardé la disquette d'époque et à l'UQAM, j'avais sorti Rachad est là. À l'époque, nous avions, c'est mon collègue en sociologie, nous avions des imprimantes qui avaient un horodateur et qui marquaient l'impression. Donc j'ai ces deux éléments qui sont quand même des preuves de l'antériorité de mon ouvrage. Et actuellement, il y a un procès au tribunal de la première instance de Paris sur le plagiat de l'œuvre de Houellebecq. Et c'est cet ouvrage qui sert d'illustration des contrefaçons en bande organisée que des gens à Gallimard font. Mais Gallimard, c'est un très grand groupe, c'est vraiment Vivendi, ils sont très puissants
on a peut-être peu de chances de gagner et on vient de renvoyer le procès du 19 mars au 7 mai pour le verdict. Donc ça va peut-être conditionner et c'est ce qui explique que j'ai dû faire, pour les besoins du procès, l'édition du livre. Parce qu'en réalité, dans le livre, le jeune est un apostat. Et dans les sociétés dont je proviens, qui sont encore fortement religieuses, il n'est pas très acceptable d'avoir ce genre de comportement-là et ce genre de pensée. Et donc, moi, j'avais fait une note pour mon notaire que cet ouvrage soit en fait publié à titre posthume plus tard, lorsque les sociétés seront prêtes à entendre ce genre de discours. Et donc, quelque part, c'est une chance parce que moi-même, j'ai relu le livre. D'abord, j'ai été moi-même étonné de l'avoir écrit parce que, bien évidemment, une vingtaine d'années avaient passé, j'avais mûri, mais ce qui m'a le plus surpris, pour vraiment faire la jonction avec votre question, c'est que les choses qui sont dites dans le livre arrivaient plus vite. Moi, je pensais 70 ans, voilà, 80 ans, mais en l'espace de 25 ans, les horizons étaient déjà très rapprochés et beaucoup de choses que le livre prévoit sont en train de se dérouler au moment même où nous parlons. Oui, alors, parlons justement de ce qui se passe dans le livre. En fait, le livre est divisé en 3 parties, c'est vraiment une trilogie. Et dans la première partie, ça s'appelle Rebelle mental. Et dans Rebelle mental, on nous parle de l'avènement justement de cette ère nouvelle qu'il pensait dans 70 ans et qui elle est bien là maintenant. Et il nous parle de surêtre et d'humanimal. Bon, il va nous expliquer tout ça bientôt. Donc, est-ce qu'on peut faire une transposition de cette partie-là de nos jours, dans l'actualité, de ce qui se passe aujourd'hui? Et puisque tu peux expliquer justement aux personnes ici, au public, qu'est-ce que vous entendez par les surêtres des humanimal et pourquoi tu en parles et comment le protagonisme est en lien avec tout ça? 3 questions. Hein. Ah, oui, dans Alors, oui, pour être assez bref, parce que j'aimerais beaucoup que vous lisiez le livre, il y a en fait un roman dans le roman. Donc, le premier tome, effectivement, Rebelle mental, et l'histoire d'un jeune, finalement, qui se retrouve pris dans un monde qui a changé à l'issue d'une grande pandémie et d'une guerre. Cette pandémie, c'est intéressant, elle est décrite, elle préfigure ce que le Covid est, mais je crois que le Covid n'est qu'un test de la perspective de quelque chose de plus grande ampleur. Mais ce qui est important, c'est que les firmes transnationales et les États plus puissants, en prétextant la préservation des biens communs, l'eau, l'espace, les gènes, etc., ont réussi à changer la physionomie de l'État-nation pour créer une grande confédération. Cette grande confédération qui s'appelle le Gondwana, qui est donc le nom du premier continent lorsqu'ils étaient collés, a un siège de capitale qui s'appelle New World. Et New World est en fait juché entre des montagnes et les vitres qui la ferment permettent que l'air qui y soit est axène, c'est-à-dire l'air est propre, alors qu'à l'extérieur, on est en grande pollution. La particularité de ces sociétés-là, c'est que elles vont réussir à coopter tous les autres pays qui voudraient participer à cela. Et ceux qui ne veulent pas, évidemment, sont ou des parias ou des rebelles. Les élites qui sont là sont des élites de type plutocratique, c'est-à-dire oligarchique, un nombre restreint de gens basés sur la richesse. Mais les avancées de la science, et c'est la seule chose qui a, pour moi, qui n'a pas encore lieu actuellement, c'est que la science est parvenue à freiner le vieillissement. Alors vous savez, dans toutes les sociétés, la cure de jouvence est recherchée. Mais pour les gens qui sont dans la quarantaine, si on demandait à ces gens-là, voulez-vous rester à 40 ans pour les 40 prochaines années? La plupart des gens seraient intéressés. Quiconque connaît le vieillissement, moi je me teins les cheveux par caprice, mais normalement j'ai les cheveux plus blancs. Et donc jusqu'à présent, je refuse cette question-là du vieillissement quelque part. C'est un peu bête, je me tire les chaussures, ensuite je remets sur mes cheveux. Mais c'est en fait paradoxal qu'effectivement les sociétés modernes ont une fixation sur la jeunesse. Et curieusement, la science ne parvient pas, bien qu'on a repoussé l'espérance de vie quand même considérablement, on ne parvient pas à empêcher que la télomère, en fait, le mécanisme dans le système immunitaire et génétique, lorsqu'il fléchit, eh bien,
c'est irréversible, le vieillissement commence. Et donc, à cette ère, on a pu empêcher le fléchissement de la télomère. Et grâce à l'espace, puisque la durée du temps dans l'espace-temps est différente, et certains procédés sur lesquels je reviens, il est possible de stopper ce vieillissement pour ceux qui peuvent se permettre ce processus de préservation. Alors évidemment, ces gens-là, on les appelle les surêtres. C'est-à-dire, et c'est ce que Ruffin appelle les personnes de grand avenir. Ces surêtres, au début, font croire que ce privilège sera accessible à la multitude, sera démocratisé. Mais c'est juste une question de temps, il y aura un ruissellement. Évidemment, c'est les gens riches et célèbres qui peuvent se doter de cela, mais pour démocratiser, on tire au sort grâce aux satellites, puisque une des conditions de la pandémie, c'est qu'il faut donner son code rétinien comme identification, et on a donc le code rétinien de tous les individus qui ont été vaccinés. Et ce sont ces gens-là qui, à une certaine date, regardent le ciel, et en regardant le ciel, peuvent être tirés au sort pour qu'ils puissent eux aussi devenir des surêtres. Il est capable de nous... D'accord. Et donc ça, c'est vraiment très rapidement, sans rentrer vraiment dans le suspense de la trame de cette première partie. Donc ce jeune est en questionnement sur le bien et le mal, sur la croyance, sur l'existence de Dieu, puisque Dieu organise cet ordre injuste du monde, et il questionne en fait la croyance. Il finit par comprendre que les humains ont créé en fait la divinité et les systèmes de religion, et à ce moment il rentre en rébellion contre ce qu'on lui a appris, là je ne vous en dis pas tous, mais disons que c'est la première pièce dans ce premier édifice. En effet, et moi je vois plein, contrairement à ce que tu dis, oui, on n'arrive pas à stopper le vieillissement, mais il y a des analogies qu'on peut faire. L'industrie pharmaceutique est en train de faire beaucoup d'argent justement en vendant des produits qui soi-disant ralentissent le vieillissement, et on vise particulièrement les femmes, comme on sait. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et en même temps, je vois plein d'autres choses qui commencent à se mettre en place. Le fait qu'on prenne des photos des yeux quand on passe dans les aéroports, maintenant presque tout, dans tous les pays où on va, on a des photos de la rétine, justement. Il y a toute une banque de données qui commence à se faire. Donc, et je vois vraiment beaucoup de liens avec ce qui se passe actuellement par rapport à ce qui est décrit dans le livre. Peut-être qu'on n'est pas arrivé au paroxysme, et comme tu le dis si bien, on ne sait pas dans combien de temps ça va durer. Mais par contre, si on retourne au protagoniste, qui était, en fait, comme tu le dis, comme tu l'as présenté, un rebelle qui réfléchissait, un rebelle mental, mais qui est devenu un rebelle mentiste. Donc, avec un certain dérangement. Comment... Et alors qu'en même temps, tu es en train de montrer dans la deuxième partie qu'il recouvre... Mais c'est parce qu'il faut expliquer c'est quoi l'humanimal, qui était lié à votre première question. Okay. Le rebelle est un humanimal, c'est-à-dire que nous, en fait, dans cette ère, tous les gens qui n'auraient pas eu accès à cette prouesse scientifique, qui sont restés des humains, ben, les surêtres les appellent des humanimaux. En fait, parce que nous sommes en fait des animaux doués de conscience et de raison, et eux considèrent qu'ils sont à un niveau supérieur, pas seulement parce qu'ils ont été préservés au niveau de leur capacité de rester en fait relativement juvéniles, mais surtout parce que à cette époque-là, on a réussi la révolution quantique dans l'ordinateur, donc on n'est plus dans les systèmes d'ordinateurs binaires, mais on est des systèmes de haut calcul, de ce qu'on appelle un superordinateur. Et les synapses des cerveaux des gens peuvent être connectées directement à l'ordinateur. C'est un peu comme si on vous disait, le GPS que vous connaissez aujourd'hui, Google, ben, au lieu de l'avoir sur votre index par une petite puce, elle est insérée littéralement dans votre cortex. Et donc, vous avez la possibilité d'accéder à la connaissance, de faire des décisions, un peu ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui fait, mais c'est doté pour chaque individu littéralement. Alors ces individus-là, là on est un peu presque dans le transhumanisme, ont donc des facultés supérieures aux humanimaux. Et donc les humanimaux, c'est-à-dire les mortels, les gens qui jusqu'à présent malheureusement tombent malades, vieillissent, etc., ces gens-là, eux, refusent cette confédération
et essaye de garder des brins d'humanité. Donc, on a le droit de créer, on a le droit à l'erreur, on a le droit à autre chose que la perfection que la machine permet. Donc, c'est ce combat qui arrive vraiment avec une très grande violence dans le premier chapitre, avec un acte de suspense où, évidemment, l'enjeu terroriste est au cœur de la menace. Et c'est intéressant parce que quand le 911 arrive, l'ordre du monde sécuritaire que je prévoyais, en fait, il est avenu beaucoup plus vite. C'est-à-dire le monde... Donc franchement, c'est quelque part dommage que cet ouvrage n'ait pas été lu par mes contemporains de l'an 2000. Parce qu'effectivement, ça ne veut pas dire que ça aurait prémuni, mais le recul qu'on a n'est plus le même. Et c'est ça qui amène le rebelle-mentisme. Donc le mentisme, c'est en fait une sorte de... Voilà, bon, c'est vraiment ce qui se passe au niveau mental chez l'individu, qu'il le sache ou pas. Et sans trop raconter l'histoire, il est lui-même le disciple et l'enfant adopté d'un savant, qui est en fait le captif. Mais pourquoi l'avoir donné une sorte de maladie mentale alors qu'il était... Il n'a pas une maladie mentale. C'est pas une maladie mentale. En fait, mais c'est presque. Non, vraiment pas. Bon, en fait, vous savez, chaque personne qui lit un livre a une perception. A une perception. Mais je pensais que c'était une façon satirique d'amener la réflexion. Non, c'est-à-dire, bon, sans le contrôler, lorsque vous avez des pensées et des images troublantes qui vous assaillent, ça ne relève pas de la maladie mentale nécessairement. Quelqu'un qui vit un traumatisme, qui vit un choc, peut avoir ça. D'accord ? Donc c'est ça le mentisme. Donc, étant donné ce qu'il a vécu, il va vivre un traumatisme extrêmement violent et il va perdre la mémoire. Il va carrément perdre la mémoire. Et c'est pour ça, en fait, le titre Souvenir du futur, ce qui est une sorte de truc assez bizarre, c'est qu'en perdant la mémoire, il faut qu'il la reconstitue. Alors, on est dans une société où les capacités cérébrales qui sont affectées par des accidents, on peut recouvrir, parce qu'on a compris en fait les mécanismes par lesquels le cerveau fonctionne. Donc, au niveau chimique comme au niveau relativement électrique, vous savez que Montréal est une ville où on a fait beaucoup de travaux sur le cerveau. À cette ère-là, on peut aider à faire recouvrir la mémoire. Et donc, par toutes sortes de péripéties, cet individu se retrouve basculer non plus dans le monde de la capitale, mais dans le monde infrahumain de gens qui vivent des rebuts de la société, qui vivent et qui récoltent le soufre dans les montagnes. Et à côté, il y a des gens qui vivent du recyclage des poubelles. Donc, il se retrouve là, blessé, sans mémoire, sans souvenir de qui il est. Et là, il va vivre la condition infrahumaine des damnés de la terre. On est vraiment dans l'envers du décor. Et en filigrane, les événements l'amènent à recouvrir des pans. Donc si vous avez un peu des connaissances sur les processus d'amnésie ou la démence ou les choses qui vont nous arriver à tous à partir d'un certain âge, la mémoire fonctionne de façon assez surprenante. Elle ne s'efface pas complètement, elle est enfouie quelque part et des événements, une odeur, un son peuvent ressusciter des pans entiers. Et donc, tout le deuxième tome, en fait, est lié à, grâce aux événements qu'il vit, à cette faculté-là qu'il a d'être envahi par des images et des choses qu'il ne contrôle pas, mais aussi par un monde qui l'aide à recouvrer des pans de son identité. Oui, et justement, on arrive au troisième tome, qui est le rebelle mentor. Et là où on va retrouver le savant, justement, qui est son mentor et qui l'a aidé, qui a formé. Et je me demandais, dans cette partie-là, est-ce que c'était une façon de montrer que, en fait, l'avenir de l'humanité, ça reste quand même dans l'humain, dans l'humanité et dans la solidarité? Bon, c'est sûr que moi, les gens qui le savent, je suis un internationaliste, donc ce que je cherche à démontrer, c'est que
la question de la liberté, de l'égalité, de la sororité, de la fraternité, c'est vraiment les éléments que l'humanité doit préserver. Et pour ça, il faut créer un esprit de solidarité. Et l'ordre du monde dans lequel nous sommes coincés réduit les perspectives d'aller vers ça. Et donc, dans cette troisième partie, il est en fait confronté, parce qu'il a recouvré ses sens, mais il est confronté maintenant à la réalité du monde, mais réel. C'est là que se passe le troisième tome. Il n'est pas dans la capitale, mais dans une ville dortoir de gay community extrêmement riche. Et là, il lui arrive une série de mésaventures. Et sans trop le raconter, il est pris parce que il y a ce super volcan. Vous avez peut-être une idée de la tectonique des plaques et comment les volcans fonctionnent, mais quand un super volcan, ne serait-ce qu'enrhumé, je ne dis même pas qu'il explose, il y a des conséquences tectoniques de masse, et lui, il vient de cet archipel où il y a ce super volcan. Et donc les réminiscences de sa mémoire, liées aux événements traumatisants, mais en même temps exaltants qu'il vit, vont permettre la perspective de l'avènement d'un nouveau monde. Comme tu dis, en fait, si on regarde ce qui se passe dans la trame du roman, depuis le début jusqu'à les 3 tomes, on voit que c'est très en résonance avec notre époque. On est en pleine guerre. L'intelligence dite artificielle, que moi je préfère dire la machine exécutive, parce que l'intelligence, c'est nous qui alimentons cette machine-là. Elle n'est pas si intelligente que ça, c'est nous qui sommes intelligentes. Et quand on voit les guerres, quand on voit toutes les mesures qui sont prises pour contrôler la population, qu'on utilise, où justement l'ère cybernétique ne sert pas vraiment à aider l'humanité à s'épanouir, en fait, la majorité, etc. Il y a beaucoup de résonance avec ce qui se passe, justement, et vous l'avez si bien dit, il y a 20 ans que c'est écrit. Donc, ma question, c'est, qu'est-ce que vous cherchez avec ce livre? Qu'est-ce que vous souhaitiez? Est-ce que c'était de faire prendre conscience, de provoquer un débat, de provoquer une réflexion? Est-ce que vous pensez que ce livre peut aider à réfléchir sur ce qui se passe actuellement? Bon, enfin, moi, je ne peux pas me mettre à la place du lecteur, mais quand moi-même je l'ai relu, en toute franchise, d'abord, comme j'ai expliqué, moi-même j'avais oublié mon délire verbal dans mon livre. C'est-à-dire, j'étais surpris c'est fascinant, parce que bon, c'est moi dans mon miroir, mais un des trucs qui m'a le plus inquiété, c'est en fait la question du travail, puisque pour faire le point avec ce que tu viens d'expliquer, c'est que si un système qui se substitue à la créativité humaine se met en place et qui amène une interrogation sur que va devenir le travail. Si le travail devient facultatif, parce que normalement le travail, c'est bien qu'on s'en libère, la pénibilité des tâches, la productivité par des choses plus fortes, mais en même temps, un travail qui nous libère, c'est bien, mais se libérer du travail, c'est aussi très bien. Mais si à un moment, vous n'avez plus de travail, quelle est la raison d'être de l'humain? Si sa créativité est franchement insignifiante par rapport à quelque chose de plus performant, qui le fait plus vite et mieux, parce que je n'ai pas l'assurance que tu as sur la prétendue intelligence humaine. Hein. Je pense qu'il y a une grande bêtise humaine aussi. Oui. Voilà, nos facultés ne sont pas utilisées à bon escient. Mais on sait pourquoi. Et voilà, donc aujourd'hui, franchement, je pense que ça fait déjà 20 ans que les machines battent les humains aux échecs. Aujourd'hui, les diagnostics médicaux sont visiblement plus performants que bien des médecins réunis. C'est parce que c'est qui programme ces machines. Oui, mais c'est justement là l'erreur que nous faisons, c'est que la machine actuellement a été... Oui, c'est itératif, voilà, je donc sais. elle apprend. Et donc plus on va lui donner les éléments d'apprentissage, plus cette machine se passe de notre tutelage et des outils. Donc on a du mal à l'imaginer actuellement, mais si vous pouvez faire un peu l'effort de vous projeter,
pour tous les gens qui ont vu l'évolution de l'ordinateur, oui, c'est pas pour rien que les protagonistes ont demandé une pause de 6 mois, qu'ils n'ont d'ailleurs pas respecté, au niveau éthique, sur que deviendrait l'intelligence artificielle. Donc, dans 50 ans, une chose est sûre, c'est que beaucoup de métiers auront disparu. Maintenant, je pense que la condition humaine, l'homo faber, le fait que nous sachions faire des choses, que nous sachions créer, doit exister, doit continuer d'exister. Maintenant, peut-être que du fait qu'il y aura une rareté, on va redécouvrir la fragilité, voilà, le caractère éphémère de nos efforts, la vulnérabilité de nos créativités. Peut-être. Donc, tu l'as fait cette peinture toute seule, sans l'aide de personne, tu as écrit ce poème sans l'aide de personne, tu as fait cette recette sans l'aide de personne, etc. Peut-être que les générations futures vont s'extasier de ça et qu'on va redécouvrir la valeur d'usage plutôt que la valeur d'échange et la valeur artificielle de la création cybernétique. Mais, en tout cas, moi, lorsque je suis jeune, je m'inquiète de ça. Et j'ai pas assez d'éléments actuellement qui me réconfortent au fait que je me trompe. Je pense que l'humanité a un outil extraordinaire, mais la perspective de le coupler à nos synapses, c'est-à-dire, je pense que c'est ça qui n'est pas encore compris. On le fait pour aider des personnes qui sont handicapées, etc., au nom du handicap, mais il faut maintenant imaginer des êtres humains qui veulent décupler leur faculté mentale. C'est ce qu'on a dans votre livre. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et ça, pour l'instant, c'est difficile à imaginer. C'est du ressort du transhumanisme. Je ne suis pas du tout un adepte de cela. Mais je sais que beaucoup d'humains, aujourd'hui, sont tentés par cela. Le problème, c'est, en tout cas, est-ce que c'est temps que cette évolution au niveau scientifique aurait pu venir aider les êtres humains, ou du fait que, à quoi ça sert? Moi, je pense que c'est surtout ça. Est-ce que c'est pas surtout ça le problème? Parce que le système, vous avez parlé de capitalisme, hein? Le système capitaliste qui justement utilise toutes ces avancées dans un but, mais pas pour l'émancipation de l'être humain, mais plutôt pour la fructification du capital. Comme par exemple, de garder une personne en vie plus longtemps. C'est pas pour que cette personne-là puisse s'épanouir, mais c'est pour qu'on puisse avoir le plus longtemps possible. Vous voyez, on avance l'âge de la retraite, donc d'avoir une force de travail le plus longtemps possible. Donc, c'est pas pour que, justement, la personne vit plus longtemps, on va pouvoir aller faire des dessins, chanter, danser, tout ce qu'on voudrait faire, mais c'est pour venir donner plus. Est-ce que c'est pas ça le dilemme, et c'est pas tant? Oui, c'est-à-dire jusqu'à présent, vous considérez dans cette interrogation que les forces productives sont encore des forces productives, que les êtres humains continuent à travailler. Mais oui, ils vont probablement continuer à travailler dans des endroits où le cheap labor mais regardez déjà dans les sociétés ici, le prolétariat est en train de disparaître de plus en plus. Mais d'autres gens sont mis en corvée. Mais la tertiarisation, c'est-à-dire le fait qu'on ait de plus en plus une société de services, voilà, où on n'utilise plus nos mains, etc., c'est une évolution qu'on a vue sous nos yeux. C'est pas quelque chose qu'on invente. Les sociétés avancées, industrialisées, chipent vers les périphéries, le cheap labor, et font aujourd'hui société de service. Maintenant, ce qu'il faut essayer de voir dans votre questionnement, qui est d'ailleurs légitime, c'est que le raisonnement, c'est de continuer de croire que le capitalisme a besoin de forces productives. Oui, mais le capitalisme aussi a la capacité, lorsque les premières machines sont apparues, au temps de la machine à vapeur, les ouvriers cassaient les machines. Cassaient les machines parce qu'ils ont compris très vite que c'était leur emploi qui était en jeu. Et donc c'est pas pour rien qu'ils les cassaient, parce que c'était l'huile de coude, c'était leur force de travail qui était en train. Mais au nom de la productivité, on a réussi à continuer à les faire travailler, etc. Et petit à petit, je vous renvoie aux images de Charlie Chaplin, pour ceux et celles qui ont vu de ces époques-là. La caricature de ce type de monde était déjà faite bien avant des gens comme nous. Donc il y a une inquiétude. Oui, le capitalisme va exploiter la force de travail, et au maximum il va la faire, mais il y a un pan de l'humanité qui va être
en tout cas qui ne sera plus astreint aux forces productives. Alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur temps? Est-ce qu'ils vont apprendre plusieurs langues? Est-ce qu'ils vont développer plusieurs talents et hobbies? Ou est-ce qu'ils seront désœuvrés? Dans le livre, il y a une catégorie de l'otium, donc de cet art de vivre, de s'amuser, etc. Pour l'instant, on le voit ici, le temps est utilisé en divertissement. Les adolescents sont adolescents jusqu'à 30-40 ans, ils sont sur des jeux vidéo. Vous le voyez, c'est devant nous. Donc, il y a tous ces phénomènes qui sont en train de se manifester et qui vont probablement aller en s'accélérant. Si, évidemment, il y a une planète encore capable de nous rendre vivants. Parce que le risque avec le réchauffement global, au-dessus de 1,5, c'est le scénario du pire qui est envisagé dans la première partie du livre, c'est que seuls ceux qui peuvent vivre à l'abri dans les bonnes conditions peuvent vivre dans de bonnes conditions. Les autres sont exposés. C'est l'image de sorte de cabine téléphonique, mais qui distribue de l'oxygène, et vous devez avoir des scènes pour pouvoir respirer un peu d'oxygène alors que l'air est vicié dans les endroits qui sont pollués, exposés au réchauffement. Il y a tout ce volet environnemental qui va de pair avec le développement de l'ère cybernétique. Ouais. L'énergie que ça demande, justement, est-ce qu'il y a tout ça à poser comme question? Donc, et dans une société capitaliste, justement, tout le monde n'aura pas accès à... Et même la vie est remise en question. Donc, est-ce qu'on va laisser la planète à quelques personnes et tout le monde meurt? Et de toute façon, on a besoin des gens, peu importe ce que je dis, parce que la main-d'œuvre, le prolétaire n'est plus peut-être la personne qui est en train dans le service, etc. Mais à Silicon Valley, par exemple, il y a plein de gens qui sont à la chaîne dans les pays du Sud à faire de la programmation, qui travaillent à un rythme fou. Donc, et pour trouver aussi le matériel pour faire ces machines ne se construisent pas tout seuls. Il leur faut le matériel. Et c'est là justement que le rapport nord-sud continue. Est-ce que tout ça, c'est pas en Oui, c'est ça le combat entre les zones excentrées et le centre. C'est ça qui se passe dans le livre. Mais comme je dis, ceci ressemble beaucoup à notre monde du 20e et 21e siècle. Qu'est-ce qui va se passer après? Personne ne le sait, mais une chose est sûre, c'est que le système extractiviste va continuer parce qu'il faut trouver des ressources pour garder ce rythme de vie. Ce qu'il y a actuellement, c'est que ceux qui sont aisés dans le monde, c'est eux qui circulent. Donc il y a des archipels de bien-être de par le monde. Ils peuvent aller partout sur la planète dans des archipels qui se ressemblent beaucoup. C'est des aires d'aéroport, c'est des aires de service, des hôtels. Eux, en fait, leur passeport, ils passent presque partout. Et ça, ils peuvent circuler là où le capital et les marchandises circulent. Les autres sont restreints. Ils sont restreints au niveau de la circulation ou alors sont sélectivement pris comme migrants pour le travail. Ça va perdurer, mais ça va être quand même de plus en plus soulagé par la machine qui va effectivement faire beaucoup de ces choses. Parce qu'une machine, c'est pas syndiqué, ça ne tombe pas malade. Et voilà. Ça va être quand même entretenu. Bien sûr. C'est entretenu, c'est remplaçable, on change un maillon et la productivité est rapide. Donc, je pense qu'il faut regarder ce qui est en train de se passer, surtout dans un pays comme la Chine, où on est passé de façon fulgurante à créer une classe moyenne, et où on a presque quasiment éradiqué la pauvreté, et où la cybernétique est en train de changer au niveau de la surveillance, mais aussi du mode de vie. Donc il faut surveiller aussi ce qui se passe dans ces pays-là. Le Japon ayant lui-même atteint un plateau, alors qu'il avait... Moi, à l'époque, c'était le Japon qui était vraiment le prototype de ce qui était en train de se passer. Mais quand je suis allé en Chine, franchement, c'est là que ça se passe. Le futur se joue là. Et voilà. Mais on va prendre une pause, mais avant d'aller prendre la pause, je vais revenir un peu à la fiction, parce qu'on parle beaucoup de réalité, il y a quand même une partie... Ah non, tout ça est dans le livre. C'est justement ça. La partie... En fait, il y a toute une partie où le protagoniste est vraiment le côté très humain, l'humanité, l'amour est très présent dans le livre. Alors comment vous avez résolu cette dualité-là? Alors moi, j'ai une conception philosophique un peu bizarre, c'est que pour moi, l'amour, s'il existe, parce qu'il faut aussi se poser la question si cette chose-là est une construction culturelle ou un effet
chimiques de notre cerveau. Mais toujours est-il que si l'amour existe, c'est un sentiment involontaire. C'est sa première caractéristique. C'est-à-dire, vous aimez quelqu'un, je tombe amoureux d'elle, bon, c'est plus fort que moi, j'y peux rien. Même si c'est pas possible, même si c'est interdit, voilà, c'est advenu. Il n'est pas nécessaire que ce soit réciproque. Donc, ça aussi, c'est un autre problème qui fait que les couples et toutes les histoires de fées et de princes ont nourri. J'ai été nourri par des philosophes un peu existentialistes comme Kierkegaard. Peut-être vous connaissez l'anecdote de Kierkegaard. Il sortait avec, toujours à une même heure, et il allait se cacher derrière un arbre, et là, il attendait qu'une très belle femme sorte de sa maison, ouvre son ombrelle, se promène, et il la suit. Il la suit du regard, et ses amis, un jour, le suivent et découvrent son stratagème. Il dit, mais c'est indigne de toi, comment peux-tu faire une chose pareille? Et il leur dit, mais en fait, je ne veux pas qu'elle sache que j'existe, je ne suis pas intéressé à savoir qui elle est, je serais peut-être d'ailleurs déçu. Et il explique en fait que son sentiment est pur, et qu'il a, sans être voyeur, il se satisfait de ce fantasme-là, et lui, il nourrit son amour. Et donc, c'est l'existentialisme vraiment à son summum. Et quand vous le lisez, c'était super convaincant. Et à l'époque, moi, j'étais très intéressé à une jeune femme qui ne m'a jamais remarqué, et j'habitais à côté d'elle. Et quand j'ai lu Kierkegaard, ça m'a aidé à régler mon problème. Donc, quelque part, dans le livre, bon, je suis bien gentil de l'éloge pour l'amour. Je pense que lui, en fait, sans être nihiliste, il est pris avec un peu ce problème, c'est que c'est bien beau cette histoire d'amour, mais c'est pas donné à tout le monde de l'avoir, ou alors c'est très simple, et on en a fait des choses très complexes alors que c'est super simple. Et la condition humaine, s'aimer soi-même, aimer les autres, aimer ton voisin, c'est des choses élémentaires, mais qu'on perd. Et en les perdant, nous perdons nos humanités. Donc vraiment, c'est un peu ce genre de protagoniste. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une ère où je ne suis pas rentré, on me l'a d'ailleurs reproché, oui, tu aurais pu développer un peu plus l'histoire d'amour derrière, c'est qui cette femme-là qui est inaccessible, mais ce n'était pas la tasse de thé, moi c'est l'avenir du monde, qu'est-ce qui est en train de se passer, c'était ça qui me taraudait à cette période-là. Je comprends bien. Bon, alors merci M. Paz d'avoir pris la On va faire une petite pause et par la suite on revient et la parole sera à vous.